Bonsoir à tous. On va démarrer une des dernières conférences de la journée. Je salue tous ceux et celles qui nous suivent sur Internet. On va prendre quelques minutes pour se mettre dans la tête et surtout dans le portefeuille d'un investisseur IA avec Benoît Grossman. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, vous êtes Senior Managing Partner chez Eurazeo. Vous êtes en charge du Venture. Vous êtes l'incarnation du Venture Capital en France. Et on va prendre un gros quart d'heure avec vous pour réfléchir à une méthodologie d'investissement dans l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle a été un mot beaucoup trop utilisé, qui fait beaucoup rêver de gens, qui crée beaucoup de FOMO, de Fear of Missing Out. Donc on va réfléchir un petit peu avec vous. D'abord, est-ce que vous pourriez commencer, Benoît, par nous donner une définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors déjà, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui est apparu de manière très rapide il y a relativement peu de temps avec ChatGPT qui a été développé par OpenAI. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un modèle mathématique qu'on apprend à force de faire beaucoup de calculs, beaucoup de reconnaissance. On entraîne un modèle à reconnaître des formes, à faire des phrases, etc. Et c'est un modèle qui explose aujourd'hui parce que les performances de calcul sont aujourd'hui nettement supérieures à ce qu'elles étaient il y a quelques années. Donc on arrive à faire quelque chose de superbement bien. Et l'intelligence artificielle, ça existe depuis un petit bout de temps, mais ça s'est accéléré bien sûr avec OpenAI, avec ChatGPT. Tout le monde connaît ChatGPT, tout le monde a joué avec ChatGPT. C'est apparu à Noël il y a 2 ans, 2022. On peut poser des questions, ça peut vous faire des paragraphes de commentaires, de rédaction, de n'importe quoi. Et tout le monde était assez stupéfait par ça. Donc ça, c'est une première application. Puis après, il y a toutes les applications business qui sont drivées par tout ça. Et je crois qu'on est au début, alors je vais vous raconter un peu des la palissade, un peu au début d'une révolution, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Et il y a plein d'applications qui vont se faire, comme on dit, disrupter par l'intelligence artificielle, parce que beaucoup de tâches un peu humaines, on s'aperçoit que l'IA peut faire aussi bien, voire mieux. Donc c'est une vraie révolution. On parle d'investissement. On va se dire tu, Benoît, parce que dans la vraie vie, on se dit tu et ce vous m'encombre, si ça vous choque pas. On parle d'investissement dans l'IA avec toi parce que tu incarnes un des plus gros fonds d'investissement européens, on peut le dire, Eurazeo. Vous avez investi dans des boîtes en IA et tu vas nous raconter un peu les spécificités de l'investissement dans l'intelligence artificielle, donc dans des entreprises qui développent et qui utilisent l'intelligence artificielle, du point de vue de l'investisseur en venture capital. Quelles sont les spécificités de ce niveau, de cette temporalité d'investissement? Alors dans l'IA, on investit dans des sociétés déjà qui utilisent l'IA au niveau de la couche applicative. C'est quoi? C'est utiliser l'IA. Ça peut être pour automatiser la profession, je sais pas moi, d'avocat, la profession de banquier, etc. Ça, on le fait depuis un petit bout de temps. On a pas mal d'investissements dans ce secteur-là. Et récemment, on a investi au niveau de ce qu'on appelle l'infrastructure. Donc, c'est les langages LLM, les Large Language Models. On est investisseur, par exemple, d'une société française qui est bien connue maintenant, qui s'appelle Mistral. Rappelle-nous Mistral en 2-3 phrases. Qu'est-ce qu'ils font spécifiquement? Mistral, c'est le OpenAI européen, français, voilà, franco-européen, qui a été développé par une équipe de trois chercheurs, des anciens de DeepMind et de Meta. Et ils ont réussi à faire en un an ce qu'OpenAI a mis un peu plus de temps à faire pour ChatGPT, et surtout avec beaucoup moins de moyens. Donc ce qui est rassurant. Et moi je dis toujours, pour faire de l'IA, il faut de l'argent, il faut des talents. Alors en France, en Europe, je vais vous raconter un peu des la palissade, on a des talents, on a des très bons ingénieurs, ça tout le monde le sait, c'est toujours bien de se le redire. Et on a aussi de l'argent, peut-être moins que dans les fonds américains, moins que dans les Silicon Valley, mais je crois qu'on a ce qu'il faut. Et l'exemple de Mistral est un très bon exemple. On arrive à faire des choses magnifiques à l'échelle européenne. Et ça, pour moi, il est une question un peu de souveraineté économique. Aujourd'hui, les places dans l'IA, ça se prend aujourd'hui. Dans 1 an, 2 ans, ce sera trop tard parce que, vous savez, dans le métier, le leader, il a tendance à prendre la totalité du marché. C'est toujours difficile de rattraper un leader. Et aujourd'hui, notre investissement dans Mistral, on est très satisfait. Ils sont très bien partis pour prendre une place significative dans le domaine de l'IA au niveau infrastructure, au niveau LLM. Voilà. Est-ce qu'il y a une méthodologie Eurazeo? Alors, l'événement regroupe à la fois des investisseurs B2B et des investisseurs B2C. Est-ce qu'il y a une méthodologie, une manière de faire Eurazeo que tu peux nous donner, sachant qu'investir dans l'intelligence artificielle,
ça a quelques écueils, notamment le fait qu'on investit, comme dans tout projet early stage, dans des modèles en construction, qui a un sujet de monétisation, mais il y a aussi des sujets de cas d'usage multiples. Aujourd'hui, l'usage qu'on fait de ChatGPT, est-ce qu'il a été pensé ou prédit comme ça par ceux qui ont construit ChatGPT ? Non. Alors, il faut savoir que notre métier, c'est pas une science exacte, ce qui est une bonne nouvelle. Hein. Alors, la méthodologie, oui, on a une méthodologie. Alors, est-ce que dire que c'est hyper scientifique ? Non. Notre métier, c'est pas une science exacte, c'est un métier un peu d'artisan. C'est-à-dire que quand on investit dans une société, on regarde bien sûr le secteur dans lequel on investit, c'est une la palissade, mais également on investit avant tout sur une équipe. Je prends toujours l'exemple de Mistral. Ce qui nous a plu, bien sûr, c'était développer un nouveau LLM. Mais surtout, ce qui nous a plu, c'est l'équipe qui a fait ça. Moi, si je vois une équipe de 3 types qui sortent de nulle part, qui veulent développer un LLM, j'investirai pas sur eux parce que je sais qu'ils ne sauront pas le faire. Et ce qui nous a séduit dans Mistral, c'est bien sûr l'intersection entre un secteur dans lequel on va aller, puis une équipe qui est à même de faire ce sujet-là. Voilà, des gens qui sont capables de construire une couche d'infrastructure au niveau LLM, il n'y en a pas beaucoup, et Mistral fait partie de ces cas-là. Et après, comme dans tous les investissements, alors c'est pas forcément spécifique à l'IA, on regarde bien sûr le marché, on regarde la concurrence, on regarde l'équipe, la complémentarité de l'équipe de fondateurs, tout un tas de choses, et puis on se décide d'investir ou pas, et puis un certain montant, sur une valorisation qu'on estime être la bonne. Alors des fois on se trompe, des fois on investit trop cher, on n'investit jamais pas assez cher, voilà, des fois on investit trop cher. Et une fois plus dans nos métiers, on a des temps de latence assez longs. Quand on investit un jour, c'est qu'on va désinvestir plus tard, 5, 8, 10 ans plus tard. Il peut se passer plein de choses, et comme on dit, c'est toujours à la fin de la récré qu'on compte les buts. Donc les investissements qu'on fait aujourd'hui, ça se trouve dans 5 ans, je vous dirai, mais qu'est-ce qu'on a été foutu dans cette galère? Et je vous dirai peut-être, on a été les rois du monde. Et là-dessus, je fais ce métier depuis suffisamment longtemps pour vous dire que c'est toujours très difficile de prédire l'avenir. C'est toujours facile de prédire l'avenir une fois qu'on sait ce qui s'est passé. Je suis toujours très très prudent, donc les succès d'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément les succès de demain. Voilà. Toi, tu fais ce métier depuis suffisamment longtemps et avec suffisamment de succès pour encore le faire. Donc on peut faire confiance un peu à ton intuition, en tout cas à ta méthodologie. Tout à fait. Je me permets de te dire ça sur ce ton-là parce que tu n'as pas toujours été venture capitaliste. Pour ceux qui ne connaissent pas le parcours de Benoît, Benoît a un doctorat de physique. Et tu as démarré avec... tu as eu un bout de ta carrière autour du mot laser, dans une autre décennie. Est-ce que tu peux nous raconter ça rapidement et partager avec ceux qui nous suivent et nous dire peut-être comment ton expérience et ton parcours, ta formation scientifique te fait justement appréhender la thématique IA différemment d'autres venture capitalistes, d'autres investisseurs? Alors c'était clairement une décennie, c'était même un autre siècle. Bon, c'est pas très compliqué, donc c'est le siècle dernier, voire le millénaire dernier. Donc effectivement, j'ai un doctorat en physique, j'ai fait des études scientifiques, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans ce domaine-là, à la NASA aux États-Unis, dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'était développer des systèmes laser pour des mesures atmosphériques depuis les plateformes spatiales. Et je crois que tu as fait EDF et la NASA quand même, voilà, dans la même carrière. Voilà, tout à fait. Et j'espère qu'une culture scientifique pour investir dans la techno, c'est toujours mieux. C'est toujours, comme on dit, c'est toujours mieux de comprendre la technologie dans laquelle on investit. C'est un célèbre investisseur qui dit toujours ça. C'est toujours mieux. On gagne statistiquement plus d'argent quand on comprend ce dans quoi on investit. On peut gagner de l'argent sans rien comprendre, mais statistiquement, on en gagne plus quand on comprend ce dans quoi on investit. C'est de la palissade, mais les palissades, c'est toujours bien de se le redire. Et donc, le fait d'avoir une culture scientifique, ça permet de comprendre les gens avec qui on parle, de se faire une appréhension du marché, des difficultés. Et pour moi, ça facture un peu différenciant. En tout cas, cette culture scientifique me sert beaucoup. Et je suis ravi d'avoir fait ça auparavant. Puis en plus, j'en suis persuadé que le métier d'investisseur, c'est toujours bien d'avoir fait quelque chose avant, d'avoir un vrai travail. Alors, je ne dis pas que mon travail, c'est pas un vrai travail, mais mon travail en tant qu'investisseur, c'est de faire travailler les gens. Alors, j'ai choisi, je sélectionne. Alors, bien sûr, mon travail aussi, c'est de lever de l'argent. Moi, je me contente d'investir l'argent que des investisseurs professionnels, compagnies d'assurance, fonds de pension m'ont confié. Donc mon travail est double, lever de l'argent au niveau des investisseurs, ensuite l'investir dans les sociétés, et ensuite faire en sorte que les sociétés dans lesquelles on investit se développent et font des sorties où ça permet de gagner correctement sa vie pour rendre l'argent ensuite aux investisseurs. Voilà. Pour vous qui êtes debout derrière, si vous voulez venir vous asseoir et participer à cette discussion, et pour vous qui êtes assis, si vous avez une question à poser à Benoît, n'hésitez pas. On comprend que, oui, il faut comprendre ce dans quoi on investit. On espère que tous les investisseurs en crypto qui nous suivent sont d'accord. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose de particulier à maîtriser ou une méthodologie spécifiquement peut-être française à appliquer à l'investissement dans l'IA? Est-ce qu'il y a une manière française d'être investisseur dans l'IA
en 2024? Non, alors comme tous les investissements, il faut savoir prendre des risques. Une fois de plus, le marché aujourd'hui, le marché qui sera dans 2-3 ans, il sera totalement différent parce que certainement des acteurs vont apparaître. On vit dans un environnement où les constantes de temps sont très rapides. Avant, dans le temps, enfin, je veux dire dans le siècle dernier, quand une société était leader sur son marché, elle le restait pendant 10-20 ans, avant de se faire disrupter. Ça prenait un certain temps. Maintenant, tout est plus rapide. Et une boîte peut se faire disrupter, sortir du marché en 1 an, 2 ans. Donc, faut toujours être un petit peu parano. Dans tous les métiers, il faut l'être, mais dans le métier de la technologie, il faut l'être parce que les places se prennent facilement et se perdent rapidement. Il n'y a pas de secret. Quand on peut créer une boîte en 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est qu'une solution concurrente peut intervenir en un laps de temps aussi rapide. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Il faut être très parano. Il faut regarder la concurrence, il faut regarder ce que font vos concurrents, l'écosystème, pour être toujours au top du top. Et rien n'est acquis dans ce bas monde. Hein. Rien n'est acquis dans ce bas monde. Et puis, je dis toujours que les beaux investissements d'aujourd'hui, bon, on verra s'il y a encore des beaux investissements plus tard. Moi, quand on me demande de me dire quels sont mes beaux investissements actuels, moi, je dis toujours qu'ils sont tous beaux. C'est comme mes enfants. Oui, mais c'est ça, c'est le père de famille qui parle là. Oui. Et c'est à la fin de la récréation qu'on compte les buts sur s'apercevoir que c'est un bon investissement financier. Voilà. Et bien souvent, on a des surprises. Hein. Les investissements qu'on pensait être bons, ils s'estiment être pas bons et vice-versa. Les investissements qu'on pensait être pas terribles deviennent excellents. Et voilà. Une fois de plus, c'est pas une source exacte. Alors peut-être qu'un jour, notre métier va se faire disrupter par de l'IA. J'espère pas, ça serait triste quand même. J'espère qu'on va pouvoir faire ce métier encore longtemps de manière artisanale. Est-ce que tu peux nous lister quelques entreprises que vous suivez sans forcément avoir mis des billes ou chercher à mettre des billes? Peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent là. 2-3 boîtes que tu suis qui, selon toi, vont donner le là ou le donnent déjà dans l'univers très large de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, aujourd'hui, beaucoup de boîtes utilisent l'intelligence artificielle au niveau applicatif. On a investi par exemple dans une société en Allemagne qui aide à automatiser les centres d'appel. Vous savez, vous appelez un centre... pas un centre automobile ou une compagnie d'assurance, et maintenant c'est un automate qui vous répond. Alors c'est plus l'automate qu'on avait dans les années 2000 où c'était, si vous voulez, un renseignement, appuyez sur 1, vous avez un robot qui vous parle, et on a beaucoup de sociétés qui utilisent ce genre de techno, et l'IA pour moi c'est un outil. C'est pas une société qui a développé une solution d'IA, mais on utilise l'IA comme algorithme pour développer cette société. Donc on a beaucoup de sociétés qui opèrent dans ce domaine-là, que ce soit pour automatiser des prises de consultation médicale. Vous êtes avec votre médecin et il y a une intelligence artificielle qui résume pour le médecin, qui fait un compte-rendu de la consultation médicale, ce qui est un gain de temps exceptionnel pour le médecin. Vous avez toujours vu les médecins à l'issue d'une consultation qui prennent leur dictaphone et qui dictent à leur secrétaire ce qu'il faut dire. Ensuite, la secrétaire va écouter le dictaphone, le tape, l'imprime, etc. Et là, maintenant, c'est une IA qui le fait. Et on arrive à des résultats absolument extraordinaires. Également dans le domaine de la médecine, pour tout ce qui est interprétation des radios, ça fait des gains extraordinaires. C'est pas une IA médecin, mais c'est une IA qui aide le médecin. Exactement. Alors le médecin, il sera toujours là par derrière, mais l'IA peut faire 99% du boulot du médecin, puis le médecin se contente de regarder que l'IA n'a pas déconné. Voilà. Le plus bel investissement que tu aurais voulu faire là, en 2024, mais que tu n'as pas fait? 2024 ou 2023? Ouais, une fois de plus, moi, il y a les boîtes qu'on a vues, qu'on n'a pas fait, ou qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas voulu de nous. Pas encore fait. Ouais. Moi, j'attends de voir. J'aime pas dire les belles boîtes parce qu'elles peuvent. On vit dans un environnement hyper mouvant. Voilà. Puis on a plein de boîtes qu'on pensait être très belles il y a 2 ans, avec toute un peu la folie technologique des années 2020-2021. Il y a plein de boîtes qui ont levé beaucoup d'argent à des valorisations, vous connaissez tous, très élevées. Et puis, il y a des boîtes, on s'aperçoit que le business model, il n'était pas à la hauteur. Il y en a beaucoup. Des fois, on se demande comment on a pu investir. Des fois, on se dit comment autant de gens aussi intelligents ont pu être aussi cons à investir des valorisations stratosphériques sur des business models qui n'existaient pas. Mais vous serez surpris du nombre de boîtes qui sont connues, qui ont un business model où il n'y a pas de business model, où c'est des business à marge brute négative. Des business model à marge brute négative, ça revient à vendre des billets de 100 €, 90 €. Pas très compliqué. Moi, je me mets devant mon bureau un peu plus loin dans le 8e arrondissement. Je vends des billets de 100 €, 90 €, ça se vend. Notre métier, c'est de vendre des billets de 100 €, de les vendre 110 €. Vous payez à 100 €, je vous prends, vous dites, regardez comme il est beau, il peut prendre de la valeur, c'est le vendre 110. Vendre des billets de 190 €, tout le monde sait le faire. Mais vous serez surpris du nombre de boîtes qui ont des marges brutes négatives. Je tairai les noms, bien sûr. On va finir peut-être sur un conseil un peu B2C pour chacun d'entre nous qui est investisseur. Comment on gère le FOMO, la peur de rater,
Et comment on prend sa paume? Parce qu'en venture capital, plus qu'ailleurs, on prend des paumes. Alors, comment on accepte de couper une position? Alors, tu vas nous dire, toi, comment tu fais, et nous, on va essayer de s'approprier ce conseil. Alors, le FOMO, c'est le fameux fear of missing out. C'est tous les investisseurs, vous savez, on est très moutonneux chez les investisseurs, je suis bien placé pour le savoir. Donc le fear of missing out, quand il y a une société un peu flashy, tout le monde a peur de rater. Et on se dit, si ça marche, c'est vraiment très con de ne pas être là. Donc on a toujours peur un peu de rater ça. Et puis si on se dit entre nous, il y a un top fond de la Silicon Valley qui a investi dans cette boîte, on dit qu'il faut absolument y aller. Voilà. Donc il y a un gros effet d'entraînement. C'est assez rigolo des fois, hein. C'est assez rigolo. Voilà. Et ensuite, savoir prendre sa paume, ben, c'est quelque chose d'assez difficile. Parce qu'à la limite, investir dans une boîte, je ne dis pas que c'est relativement facile, mais il suffit de faire un virement, voilà, on fait le truc. Et par contre, après sortir d'une boîte, que ce soit sortir ou prendre une paume, ben, c'est à quel moment? C'est ça, quand on se coupe le bras, vous savez, c'est un peu le syndrome de la personne qui attend le bus, vous attendez le bus depuis un quart d'heure, vous dites, maintenant vous n'allez pas partir, le bus va arriver. Et puis après, 10 minutes après, on dit, oh, mais on aurait dû faire ça il y a 10 minutes, puis on attend parce qu'on sait qu'on va arriver. Et là, le syndrome de savoir prendre une paume, c'est très compliqué. C'est-à-dire que des fois, vous soutenez des boîtes un peu à bout de bras. Et des fois, ça marche parce que vous avez sauvé des boîtes, ça est déjà arrivé. Et puis des fois, vous soutenez des boîtes. Et puis, si vous dites 6 mois après, si vous aviez su, vous auriez coupé avant. Et c'est la partie la plus dure. Et là-dessus, il n'y a pas de recette. C'est toujours des cas particuliers parce que c'est des dynamiques d'entreprise, c'est des dynamiques d'équipe dirigeante. Ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. Une fois de plus, c'est vraiment des solutions sur mesure. Et là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthodologie et heureusement, j'espère qu'une IA ne va jamais développer une méthodologie, sinon on va être au chômage et ça sera dramatique. Donc, en tout cas, on n'a jamais investi dans des IA qui développent des solutions d'investissement automatisées pour les fonds de venture. Voilà, c'est peut-être une idée pour l'entrepreneur en graines qui me jamais. suit. Merci beaucoup, Benoît Grossman de Razeo. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question à poser à Benoît ou est-ce que je vous laisse descendre de scène pour pouvoir échanger informellement avec lui? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez applaudir un petit peu Benoît, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci.